des règles ou des normes européennes ne sont que très peu connues. Et quant aux traités internationaux, comme le traité transatlantique, qui font l'objet de négociations secrètes et qui vont faire partie, ou qui risquent de faire partie de notre environnement, elles sont hors de la disposition et de la conscience de l'immense majorité des populations. Allora, aggiunge due considerazioni. Bisogna intendere il neoliberalismo come un sistema di coercizione. Sul piano sociologico il neoliberalismo si confonde con la realtà, tra virgolette, con l'ambiente, Umwelt in tedesco. E questo è il cuore della filosofia ordoliberale, la politica neoliberale intesa come una politica dell'ambiente, cioè una politica che doveva creare l'ambiente per gli individui, in modo tale che se essi fossero poi liberi di scegliere, erano comunque calati in un ambiente concorrenziale naturale, cioè un artefatto giuridico-economico che però diventa un ambiente naturale degli individui. Mentre molte regole del diritto, tutto ciò mentre poi molte regole del diritto, quello classico, non sono più a disposizione degli individui. Le norme europee, per esempio, non sono nemmeno conosciute dagli individui. Ha riportato l'esempio del trattato transatlantico, che è oggetto addirittura di negoziazioni segrete, norme che quindi sorgono al di fuori delle coscienze della popolazione. J'en viens maintenant à ce que j'ai annoncé tout à l'heure dans l'introduction, c'est-à-dire à ce qui me semble être la nouveauté de la période que nous vivons et qui est la conséquence de la mise en place du système néolibéral. D'abord un constat. À la différence de la crise de 1929, qui avait conduit à des remises en cause assez profondes des politiques et des doctrines laissez-fairistes, enfin, du laisser-faire, il ne s'est absolument rien passé de semblable à partir de 2008, à part peut-être quelques mois d'hésitation et d'incertitude. Au fond, ceux qui avaient annoncé la fin du néolibéralisme, comme Stiglitz, imitant ou reprenant finalement un article de Keynes qui s'intitulait « La fin du laisser-faire », se sont lourdement trompés. Loin de signifier la fin du néolibéralisme, il faut bien admettre, il faut constater que la crise de 2008 signale, annonce sa radicalisation. Nous avons affaire à un scénario inverse de celui de 1929. En tout cas, pour l'instant. Et là, c'est un fait historique qui me semble extrêmement important à souligner. Il n'y a pas eu de remise en cause des politiques qui ont été suivies. Il y a eu donc renforcement, et je dirais presque mécanisme d'auto-renforcement du néolibéralisme, du fait même de sa nature systémique. C'est-à-dire, je crois que dans l'analyse qu'il nous faut faire, il faut mettre en relation... Non. Il faut mettre en relation donc cet auto-renforcement du néolibéralisme et ce gouvernement par la crise. Et j'aurais presque envie de dire ce gouvernement par la crise et pour la crise dans la mesure même où la crise est devenue l'instrument, et je dirais le principal argument des politiques néolibérales. Vous écoutez les responsables politiques, de gauche ou de droite, l'argument fondamental des politiques menées n'est plus la prospérité ou le bien-être ou je ne sais quel
objectif collectif autre que celui de la crise. La crise est devenue l'argument exclusif des politiques et donc est transformée en moyen, en levier de transformation de plus en plus radicale des sociétés. La crise, c'est le point d'appui qui permet d'aller toujours plus loin dans le sens de la transformation néolibérale. Transformation néolibérale qui engendre elle-même, qui produit toujours plus de crises économiques, toujours plus de crises sociales, qui entraîne, au fond, ce que nous appelons le moins-disant. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire ça en italien, le moins-disant. Celui qui dit le moins, finalement, c'est celui qui l'emporte. Moins-disant en matière fiscale, moins-disant en matière de protection sociale, moins-disant en termes de coût du travail. Et on le voit parfaitement aujourd'hui dans la logique européenne. Logique politique dite de sortie de crise. Qu'est-ce que la sortie de crise en Europe? Sinon, baisser le coût du travail dans son propre pays plus que dans les autres pays. C'est ce qu'on demande au Portugal aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à l'Espagne, c'est ce qu'on demande à la Grèce. Quelle est la signification de ce moins-disant social, ce moins-disant salarial, ce moins-disant fiscal? Ça ne signifie qu'une seule chose: exporter sa crise vers les autres, exporter son chômage vers les autres. Et donc, ces politiques de compétitivité, de flexibilité, peuvent être qualifiées de politiques de crise. Mais entendons bien ce que cela signifie. Cela signifie qu'on gouverne désormais les populations par la crise et par la production de la crise. J'ai été trop vite. No, mi sfuggiva moins 10 ans, che corsa al ribasso. À moins 10 ans, qu'est-ce qu'on est moins 10 Corsa ans? al ribasso. On peut... Corsa al ribasso. Ouais. Allora. C'est dans les... Moins 10 ans, c'est dans les enchères. Oui, corsa al ribasso. Oui, tout ça. Sono... Ah, ecco qua, ho perso gli appunti che sono qua. Allora. Il professor Stiglitz e il professor Laval. Je ne suis pas compris. No, surtout Stiglitz qui si è trompato. Il professor Laval ha messo in evidenza, come dire, in raffronto quello che è accaduto nel 1929 con quello che è accaduto nel 2008, citando un articolo di Stiglitz che si chiamava La fine del neoliberalismo, e dicendo appunto che Stiglitz aveva ripreso questo articolo, aveva scritto questo articolo sulla falsariga, un articolo di Keynes, il quale dopo la crisi, durante la crisi del 29, ci aveva detto che le risposte, come effettivamente fu, sarebbero state diverse rispetto al passato. Stiglitz nel 2008 credeva che sarebbe accaduto quello, e in realtà tutti coloro che come Stiglitz hanno creduto che la crisi portasse alla fine del neoliberalismo si sono grossolanamente sbagliati, perché dopo il 2008, esattamente all'opposto di quanto accaduto dopo la crisi del 29, le politiche neoliberali si sono rafforzate e radicalizzate, non c'è stata assolutamente una loro riduzione. L'argomento, la crisi è diventata quindi al tempo stesso un
un sistema di governo neoliberale per la crisi, cioè attraverso la crisi e per la crisi, cioè al fine di produrre la crisi. Tanto è vero che l'argomento fondamentale dei governi che devono fare le riforme non è la prosperità, non sono gli obiettivi sociali e collettivi, ma l'obiettivo è quello di risolvere la crisi. La trasformazione, la crisi si è quindi trasformata essa stessa in leva per la trasformazione sempre più radicale della società. Trasformazione che produce più crisi e quindi che può radicalizzare la trasformazione in senso neoliberale della società. E ha citato quindi tutte le muandisam, cioè le corse a ribasso in tutti i settori dei diritti sociali, abbassando il costo del lavoro, eliminando le tutele sociali, come è accaduto in Spagna, in Grecia e in altre parti del mondo occidentale, quindi politiche per governare la popolazione per mezzo della crisi e al fine di produrre la crisi. Je termine, je suis trop long. Je voudrais juste poser le problème. Finalement, les oligarchies économiques et politiques ont réussi à imposer un certain type de, entre guillemets, sortie de crise, qui est en fait un transfert sur les salariés, sur les retraités, sur la population en général, les coûts de la crise financière. C'est bien connu. Donc transfert de charges vers ceux qui n'étaient pas responsables de la crise. Et la question, c'est de savoir, finalement, comment cette solution, entre guillemets, cette solution oligarchique, cette solution commandée par les intérêts oligarchiques a été possible. Je crois qu'on ne peut le comprendre que si l'on remarque, si l'on souligne le fait que ce système néolibéral dont je parlais a détruit, est en train de détruire, est en train de défaire tout ce qui peut corriger sa trajectoire historique. Il faut bien comprendre que si nous avons affaire à un scénario très différent de celui des années 30, c'est bien parce que finalement la capacité collective de répondre aux crises et aux types de sortie de crise imposés par les oligarchies, la force collective est désormais largement entamée, pour une part désactivée, et ceci est, je crois, un phénomène historique fondamental. Il faut bien comprendre que la puissance normative du néolibéralisme, la puissance normative de la concurrence et du modèle de l'entreprise a détruit, affaibli ou retourné dans un autre sens ce qui pouvait s'y opposer. Au fond, il y a dans le néolibéralisme une force de corruption, une force de corrosion de ce qui peut s'y opposer. Dans le domaine du travail, on sait que les formes nouvelles de management visent à individualiser donc le rapport au travail, le rapport à l'entreprise. Le chômage, la précarisation ajoutent à ce mode de management des effets de dissolution du collectif. La logique néolibérale et sa crise conduit évidemment à un affaiblissement de l'organisation des salariés, à l'affaiblissement du syndicalisme. Plus généralement, ce sont tous les mécanismes et les valeurs de solidarité qui sont entamés, en particulier par le développement de la concurrence, de la lutte, de la haine entre les groupes. Je veux dire que le racisme, la xénophobie sont des moyens considérables, extrêmement puissants
de dissolution des forces de résistance du salariat. Mais de façon plus générale, on pourrait dire que ce ne sont pas seulement la capacité de résistance des salariés qui est entamée, c'est la démocratie elle-même qui est atteinte, et je dirais dans ses formes les plus classiques. La démocratie libérale elle-même, avec toutes les limites qu'elle comportait, est désormais atteinte dans son cœur, puisque elle n'apparaît plus aux yeux d'une très grande partie de la population que comme une coquille vide, en tout cas des institutions désactivées et impuissantes. Et l'une des raisons de cet affaiblissement de la démocratie représentative, c'est le devenir de ce qu'on appelle la gauche. De ce qu'on appelle la gauche, qui évidemment était une composante essentielle de ce jeu démocratique dans le cadre de la représentation, dans le cadre de la logique de la représentation. Une gauche qui, si j'en crois les analyses elles-mêmes classiques de Norberto Bobbio, une gauche qui était censée représenter le pôle de l'égalité, le pôle du progrès social. En réalité, ce que nous observons, et c'est là aussi un phénomène historique tout à fait décisif, c'est l'autodestruction de la gauche dans sa forme traditionnelle. L'auto-sabordage, le suicide de la gauche traditionnelle. Au nom précisément du sens de la réalité telle que je l'ai dit tout à l'heure, au nom du sens des responsabilités de l'État, au nom du principe suprême de la compétitivité. Ce n'est pas seulement, et là il faut faire attention, ce n'est pas seulement que la gauche traditionnelle a perdu du champ, a vu ses marges d'action, ses marges de manœuvre se limiter du fait des contraintes de la mondialisation. Ce n'est pas seulement l'intériorisation de la domination des forces économiques. Ce n'est pas seulement cela. Ce que nous observons aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui n'est pas celle d'il y a 10 ans ou 15 ans. Nous observons aujourd'hui un autre phénomène qui est le retournement de cette gauche. Retournement au sens où elle va dans l'autre sens. Elle va dans le sens d'une politique néolibérale extrêmement active, avec énormément de zèle, allant même, et on le voit tout particulièrement en France, allant beaucoup plus loin que ce que la droite a pu faire. Pour dire un mot de la situation française, le président Hollande mène une politique néolibérale radicalisée par rapport à la politique du président Sarkozy. Et là, il y a là, je crois, un phénomène qui mérite d'être pensé. Il n'y a pas seulement adaptation, ce n'est plus seulement l'adaptation au rapport de force. C'était le cas des années 80, 90. Désormais, grande partie de ce qu'on appelle la social-démocratie est à l'avant-garde, aux avant-postes de la mise en place de la rationalité néolibérale. Et c'est cela qui doit être politiquement pensé, intellectuellement raisonné, pour bien faire entendre que nous sommes dans une période, nous sommes entrés dans une période historique nouvelle.
Allora, il professor Laval ci ha detto di questa uscita dalla crisi, cioè che ha trasferito però i costi della crisi su quella parte della popolazione, cioè sui lavoratori, sul popolo, gli effetti della crisi stessa, cioè su soggetti che non erano assolutamente colpevoli della crisi. E si chiede come è stato possibile questo fenomeno. Lo sviluppo, secondo il professor Laval, si può comprendere se si sottolinea che in questo sistema il neoliberale che questo sistema neoliberale distrugge tutte le opposizioni. Se noi facciamo una comparazione con il 1929, notiamo come la capacità collettiva di rispondere alle crisi determinate dalle oligarchie si è molto indebolita. La potenza normativa della concorrenza ha indebolito ciò che alla concorrenza poteva opporsi. C'è una forza di corruzione nel neoliberalismo a ciò che gli si può opporre. Il nuovo management ha ha preso come punti di forza la precarizzazione e la disoccupazione. E questo aiuta la dissoluzione del collettivo. L'indebolimento dell'azione, dell'organizzazione collettiva, del sindacalismo è aumentato dall'esplosione di rabbia sociale, dai fenomeni di destra xenofobici che mettono appunto gli uni contro gli altri, ciò che aiuta a disperdere e indebolire la possibilità di costruire azioni in forme collettiva. La democrazia liberale è essa stessa stata colpita nel suo cuore perché non appare più come perché appare appunto come una conchiglia vuota, impotente, che non riesce a reagire a questo stato di cose. Una delle ragioni di questo indebolimento è ciò che è diventata la sinistra, che è stata storicamente una parte essenziale del gioco politico del Novecento, ma quella sinistra che come ricordava Norberto Bobbio, che mirava all'uguaglianza, al progresso sociale. La sinistra ha invece intrapreso un percorso di autodistruzione, di suicidio, di autosabotaggio, in nome della realtà, del senso di responsabilità, del principio supremo di concorrenza. Non solo la sinistra ha visto limitati i suoi margini di manovra, ma addirittura la sinistra è diventata l'avanguardia del sistema neoliberale. Ha citato il caso francese dicendo che Hollande ha radicalizzato le politiche neoliberali rispetto a ciò che era riuscito a fare Sarkozy. E questo è un fenomeno nuovo che ci deve far capire che viviamo in un periodo storico nuovo. Donc la question, pour conclure, la question est comment faire dans ce cadre normatif global, finalement, pour mener d'autres politiques possibles. En fait, on comprend bien qu'aujourd'hui, un certain type de réformisme, un certain type de réformes progressives, telles qu'elles étaient portées par la gauche traditionnelle, deviennent, sinon impossibles, du moins extrêmement difficiles. Le caractère systémique du néolibéralisme, précisément, a même retourné le sens de la réforme. Quand on entend aujourd'hui réforme, on sait que nous avons plutôt affaire, précisément, à des transformations, à des mesures qui vont dans le sens du cadre normatif global, et pas dans l'autre sens. La question donc n'est pas aujourd'hui seulement d'inventer des petites mesures partielles qui iraient contre la logique globale, c'est aujourd'hui de savoir comment affronter ce cadre normatif global. C'est-à-dire comment mener une politique antisystémique.
lors même que les grandes institutions politiques, les grands partis de gauche, sont en voie de dépérissement ou, je dirais, d'évidement interne sur le plan idéologique. Comment faire? Eh bien, finalement, ce n'est pas à des intellectuels de le dire, c'est simplement il nous faut simplement observer des processus concrets, des processus réels, les mobilisations qui existent depuis des années, qui se sont développées dans le monde entier, qui ont pris l'aspect de ces mobilisations démocratiques, qui ont pris l'aspect de ces grandes insurrections démocratiques, comme en Espagne par exemple avec les Indignados, mais qui prennent aussi l'aspect des expérimentations locales, peut-être partielles, mais extrêmement importantes, sur le mode du laboratoire. Ce que, avec d'autres, et Luca Lucarelli qui était dans la salle, il est parti. Enfin, tous ceux qui, comme ici à Naples, investissent le champ du commun, ce grand chantier du commun, avec peut-être toute la polysémie qu'entoure le terme. Toutes ces expérimentations et ces mobilisations qui renvoient à la fois à la logique de la démocratie effective, démocratie réelle, démocratie de participation effective. Tous ceux qui pensent désormais en termes non plus de propriété, d'accumulation, mais en termes d'usage collectif. Toutes ces expérimentations, cette sorte de microphysique de l'alternative, tout cela sont en train d'inventer, je crois, de nouvelles formes politiques correspondant à la période qui est celle de ce cadre normatif englobant. Mais autour de ces expérimentations, autour de ces pratiques nouvelles, est en train de naître ce qui est le plus nécessaire aujourd'hui. Ce qui est le plus nécessaire aujourd'hui, c'est sans doute un imaginaire alternatif. Car le néolibéralisme, au fond, il a triomphé, il a connu ses succès, parce qu'il a aussi su proposer, je dirais, des lignes d'utopie. Des lignes d'utopie sans doute extrêmement néfastes, mais qui promettaient, par la concurrence interindividuelle, finalement, des succès, une accumulation de capital personnel, etc., etc., et dans tous les sens du terme de capital. Ce qui marque la période, c'est finalement la relative panne d'imaginaire de la gauche, qui a subi des échecs considérables au XXe siècle, au siècle précédent, avec l'effondrement du communisme d'État et l'impuissance de la social-démocratie. La gauche, à certains égards, est dans une impasse presque complète. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que seules des politiques néolibérales pourront aujourd'hui se déployer. Loin de moi cette idée. Je crois que la tâche aujourd'hui consiste à, en s'appuyant sur les mobilisations collectives, en prenant appui sur les expérimentations, la grande question aujourd'hui, c'est d'inventer ce nouvel imaginaire qui aujourd'hui a pris le nom de commun. Voilà, c'était pour donner une note un peu optimiste à un constat qui, est quand même globalement, je dirais, qui insiste en tout cas sur la gravité des enjeux la période que nous vivons. Il professor Laval ci ha detto che oggi il riformismo è impossibile o estremamente difficile, perché si è perso completamente il senso della parola stessa riforma, perché la riforma che oggi si fa va sempre all'interno del quadro normativo globale, quindi non è più un cambiamento di direzione. Come affrontare questo quadro normativo globale? Come fare una politica antisistemica
I partiti di sinistra sono in via di svuotamento sul piano ideologico. Gli intellettuali, non sta agli intellettuali dare questa risposta, perché gli intellettuali osservano i processi, i fenomeni che si sono sviluppati nel mondo intero, come gli indignados in Spagna, o le esperienze locali che realizzano dei laboratori all'interno di questo cantiere che si chiama comune, che è una grande sperimentazione che si ricollega alla democrazia effettiva, al senso del collettivo. E quindi siamo in una logica di microfisica della alternativa. Queste sono le forme che corrispondono al periodo in questo quadro normativo globale. Ciò che è necessario è un immaginario nuovo, un nuovo immaginario collettivo, come c'è stata l'utopia nefasta del neoliberalismo che prometteva benessere attraverso la concorrenza. Ciò che caratterizza il periodo è la indicazione. E questo J'étais fatigué, j'ai dû... No, c'est moi che ho scritto molto veloce e non riesco più a riprendere la stessa parola che avevo scritto. La sinistra, che è quindi ciò che caratterizza il periodo è l'indebolimento, diciamo, delle idee di sinistra, dei partiti di sinistra. La sinistra è fallita, diciamo, nel quadro europeo, ma questo non vuol dire che solo delle politiche neoliberali si possano realizzare. Ci vogliono delle mobilitazioni collettive, occorre inventare questo nuovo immaginario che ha preso il nome di comune, e diciamo questo lo diceva per dare un po' di ottimismo. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio il professor Laval per questa bellissima lezione, di cui conserviamo comunque traccia scritta sia in italiano che in inglese, che in francese, l'abbiamo diffusa, c'è anche l'articolo del manifesto. Il quadro chiaramente è pessimista, perché non si può che essere demoralizzati dal quadro che poi, soprattutto a chi ha seguito questo corso di scuola di politica, sembra assolutamente aderente alla realtà e a tutto ciò che nel corso abbiamo di volta in volta analizzato. Per fare una battuta si potrebbe dire che se non è più utile la crisi nel senso gramsciano, forse dovremmo sperare in una catastrofe per cercare, come dire, cioè se l'alternativa è solo la microfisica dell'alternativa, quindi i laboratori locali del comune, che sono, come dire, delle alternative che però non riescono, non hanno ancora trovato il modo di fare sistema e quindi di diventare quell'alternativa globale, allora forse verrebbe, come dire, quasi per sfidare il pessimismo, dire avremmo bisogno della catastrofe. Però questo è un commento, come dire, che lascio qui senza necessità che il professor Laval dia un suo parere, ma vorrei, immaginando che ci sono amici che hanno partecipato alle lezioni della scuola, c'è Manu, sta Nicola, se vogliono intervenire sono graditi interventi. Sono sempre rompigliaccio. Vai. Però se non piace ti devi alzare in piedi, devi parlare piano, perché poi devo tradurre. Ah, se tu parli direttamente français et dici brevemente italiano. Monsieur Laval, merci d'avoir nous donné votre leçon, c'était très intéressant sauf sa traduzione. Allora, vabbè, l'ho ringraziato per la sua lezione, chiaramente meno della traduzione imperfetta del nostro buon Carlo Iannelli.
J'ai plutôt une idée encore plus pessimiste que la vôtre à ce sujet parce que, en effet, je vois que le néolibéralisme maintenant dans la planète est en train de choisir dans un darwinisme des idées néolibéristes parmi 3 systèmes néolibéraux qui sont, à mon avis, à son sujet égal. Le système fasciste d'ISIS, le système néolibériste euro-américain, si nous voulons un peu russe aussi, et la dittatura del marché della Cina. Allora, io sono un po' più pessimista del Messie Laval perché secondo me c'è il problema che il sistema capitalista neoliberista in questo momento sul pianeta sta facendo un esperimento neodarwinista su 3 sistemi fondamentalmente che dal suo punto di vista sono identici e soltanto interessato a vedere qual è quello più concorrenziale dal punto di vista darwinista, dal punto di vista evoluzionista. Ed è il sistema ISIS, il sistema neoliberista euro-americano, in qualche modo anche russo, e la dittatura di mercato della Cina. Perché in fondo, lo spiego per gli altri, ISIS, ça serait les terroristes Daesh. de Daesh. Vous le dites Daesh. Hein. Daesh, oui. Ça serait le Daesh, parce que le Daesh, en effet, il est très chic, il a les Toyota, il a les Kalachnikov, il a les femmes comme des objets, les utilise beaucoup mieux que les objets féminins que nous avons en Occident. In effetti anche ISIS, Daesh, è perfettamente neoliberista perché anche loro hanno i Toyotoni, hanno i Kalashnikov, hanno delle ricchezze immense, hanno il petrolio e utilizzano le donne come degli oggetti molto meglio di come facciamo noi qui nel mondo occidentale. Si, je le dis que, en effet, les femmes du système Daesh sont utilisées comme des objets beaucoup mieux que dans les systèmes occidentaux dans lesquels, en tout cas, elles sont un peu encore des objets sexuels du marché. Allora, ma question c'était à ce sujet plus compliqué. Je vois que il y a dans un système néo-darwiniste des idées qui n'est plus une évolution du DNA, mais c'est une évolution des idées. Une abstraction qui est le vrai gouvernement. Et cette abstraction est au-dessus de ce qu'on appelle maintenant le système du marché qu'on voit dans tous les trucs de la télévision, le pile, les papiers, ce qu'on appelle l'économie digitalisée, a été dépassé par quelque chose qui est un gouvernement du marché encore plus abstrait, qui est en train de faire ce travail. Alors c'est peut-être qu'il n'y a plus de chance pour nous dans un système darwiniste et que dans cette abstraction, la réalité humaine, tout simplement, comme dans les siècles, comme dans comme les dinosaures, vont eliminare. Motivo per cui la mia domanda, che è una posizione anche ideologica, insomma, abbastanza pessimista, è che io vedo che c'è un sistema di astrazione reale di governo molto superiore a quella che è l'economia di mercato che noi sentiamo in televisione quando si parla di PIL e tutto il resto, che è quella che sarebbe la digitalizzazione del mercato. Quindi, perché la digitalizzazione del mercato faceva sì che crolla il mercato, c'è un problema, invece oggi il sistema è talmente astratto che crolla il mercato e questo è finalizzato al governo neoliberista, quindi il governo neoliberista è un'astrazione che è al di sopra delle sorti positive o negative, anzi utilizza nello stesso identico modo tanto i successi, tanto i fallimenti per una finalità ancora più astratta. E quindi la mia domanda è probabilmente, esattamente come è successo con i dinosauri, l'evoluzione darwinista del mercato in un sistema ancora più astratto semplicemente non lascia più spazio a una posizione di sinistra, a una posizione umana, perché noi esseri biologici, noi esseri umani, come i dinosauri, di fronte a un'evoluzione darwinista non possiamo che estinguerci. Non, je vais vous traduire, mais j'ai besoin du papier. Mais j'ai compris. Si vous voulez, je vais vous traduire les autres Ah questions d'accord, avant les aussi. questions. D'accord, ok, vas-y. C'est ça, je vous fais le traducteur, c'est ça. J'ai terminé mon travail de... La Stefania. Voilà. Vieni. Non vengono, vabbè. No, 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 non è no, che se registriamo.
non si sente. Non si sente, stiamo registrando. Ma non so, sento io quello che dici. Come glielo traduco? Non lo sente, mica si capisce. Ho capito, almeno così. Oddio, la concezione orwelliana lui sua ci sta tutta. Allora, io ritengo che Gramsci fosse già stato superato da Polanyi, perché Polanyi nella grande trasformazione, quando analizza la necessità strutturale del capitalismo con i totalitarismi, ha già in qualche modo spostato in avanti quest'asse. Polanyi nel suo tempo e nel suo momento storico visualizza la guerra globale come risposta di ulteriore e definitiva strutturazione del capitalismo in quella fase come risposta. La domanda oggi è la guerra permanente la risposta ai totalitarismi del terzo millennio che hanno bisogno di sganciarci da ogni principio di realtà di cui lei ha fatto riferimento, e con una situazione in cui questa guerra globale ha diverse localizzazioni e diverse strutturazioni in un diverso ambito e momenti, e la pace è solo un'intermittenza legata a una località et à un déterminato momento. Si, elle aimait beaucoup de M. Gramsci d'un certain point. Elle était en train plutôt de parler de M. Polanyi. Je ne sais pas si vous connaissez. Polanyi, oui. Mais que moi, je ne connais pas. Alors, elle disait que, comme peut-être vous aurez compris, parce que les mots en français et en italien se paraissent beaucoup, la nécessité structurelle du capitalisme, selon Polanyi, du capitalisme et des totalitarismes, ont de quelque façon bougé l'axe dans le moment historique où nous sommes là maintenant, de la question du conflit de classe, comme disait Gramsci auparavant, dans ce qui est une guerre globale, la globalisation de la guerre. Donc le conflit entre les classes a devenu la guerre globale comme réponse au système néolibéralisme moderne et au moment historique où nous sommes. Elle posait la question si c'est la guerre permanente la réponse à ce qui est en train d'arriver, plutôt qu'une guerre dont les différentes localisations et les différentes structurations dans les différents pays où nous vivons sont le vrai but terminal du néolibéralisme, alors que la paix, ce n'est qu'un moment partiel et local très, très étroit, qui dépend seulement de la nécessité de réorganisation de la guerre selon un autre point de vue. Merci. Encore? Sì, una cosa. No, no, Io tu però mi sono segnato loro due perché non mi scordo. vorrei dire una cosa, professore carissimo. Quando noi parliamo, questa è la mia sensazione, io mi occupo abbastanza di finanza, quindi subisco sempre questo processo, diciamo, rispetto a quello che succede poi nel mercato. Però tutte le parole sono sempre staccate da una cosa fondamentale, secondo il mio modestissimo parere, che è il fattore umano. Noi citiamo spessissimo le condizioni che ci sembrava di aver acquisito anche attraverso una serie di lotte, le istituzioni dei sindacati, e poi abbiamo assistito a una trasformazione di questi sindacati non in difesa dei lavoratori, ma quali centri di potere autoreferenziale. Allora, purtroppo, io forse non sono neanche così tanto pessimista, perché poi nella globalità l'essere umano tende al bene,
e quindi attraverso le crisi che si vogliano manovrare a livello di governi o di sovrastrutture che ci fanno sempre tanta impressione, poi c'è sempre un passaggio umano che io vedo all'opposto di quello di Manlio, che invece ci riporterà a una corretta convivenza e evidentemente spero che lei me ne dia un riscontro, a una riduzione di quei centri del potere e del potere in sé che determinano attraverso gli uomini tutto questo orrore che ci circonda, dove le classi diventano sempre più basse e se prima gli esseri che governavano il mondo erano 362, i più ricchi del mondo adesso sono diventati 61, quindi c'è qualcosa proprio che non va e ci dobbiamo solo augurare che questo passaggio del fattore umano, anche attraverso tutti gli studi che abbiamo visto col professore Capra e la realizzazione delle interconnessioni tra tutte le scienze, quindi economia, filosofia, fisica eccetera, possano invece portare gli esseri umani a una visione diversa da quella che attualmente ci è davanti. Grazie. Mon cher professeur, disait la dame, madame, elle travaille dans la finance, elle a fait des études sur cela, donc elle y travaille